on va peut-être commencer. Allez. On est très content de t'accueillir aujourd'hui, Gilles, à la médiathèque Elsa Triolet à Aragon. On t'accueille dans le cadre d'une résidence que tu fais actuellement avec Toi et Joie, qui est un bailleur social qui s'occupe donc de logements sociaux un peu partout en France, mais notamment ici à Argenteuil. Donc c'est pour ça que tu fais ta résidence en ce moment à Argenteuil. Je vais te présenter rapidement. Donc, tu fais de la BD depuis longtemps maintenant, puisque ça fait 20 ans maintenant que tu es publié. Tu es né à Hermont et tu vis toujours dans les environs, ce qui est une des raisons pour lesquelles tes livres se passent principalement en banlieue, dans des quartiers populaires. Et c'est pour cette raison-là qu'on te présente beaucoup, un peu rapidement, comme c'est le dessinateur de la banlieue, ce qui est vrai et ce qui est faux en même temps. Parce que oui, tes livres se passent en banlieue dans des quartiers populaires, mais si on attend des choses un peu spectaculaires, comme le cinéma peut y habituer, avec des scènes d'émeutes ou des courses-poursuites avec les flics, on va être plutôt déçus. Tes livres, ils parlent plus de choses intimes ou anecdotiques ou du quotidien. Tu vas parler beaucoup d'amitié, de potes, d'attachement à un quartier, de gens qu'on va croiser depuis l'enfance. Tu peux parler aussi des années qui passent, du vieillissement, de conneries de jeunesse qui vont être confrontées à la vie adulte, à la parentalité. Donc que des choses qui ne sont pas rattachées aux clichés des banlieues. Et une chose aussi très importante à dire pour te présenter, c'est que tes BD sont soit autobiographiques, soit en bonne partie inspirées de ta vie et de ton expérience. Voilà, donc je ne sais pas déjà si pour commencer cette présentation te convient et s'il y a des choses que tu veux ajouter. Non, ça me va. En ce qui concerne le terme auteur de banlieue, en fait, j'ai vite compris que quand tu sors un livre et que tu fais de la promotion, les journalistes ou la com, tout ça, ils ont besoin de t'identifier dans une case, un tiroir. Et c'est difficile de s'en défaire en fait. Donc j'ai fini par acquiescer ce truc-là, mais sans douleur quoi. S'ils veulent dire que c'est des livres sur la banlieue, c'est des livres sur la banlieue. Après, l'important c'est que je sois sincère avec dans mon quotidien, dans mon livre en fait. Et après c'est des éléments marketing, je fais plus du tout attention à ça quoi. Je suis pas blessé par le truc quoi. J'ai compris qu'il fallait un bout d'étiquette, parce que sinon à la rigueur, ils ne parlent pas de toi. S'ils ne savent pas où te mettre, tu vas passer à travers les possibilités d'un article ou autre. Donc après, c'est à toi de défendre ton propos par rapport à la question nauséabonde du journaliste en disant mais est-ce que la banlieue c'est vraiment comme ça, c'est pas du tout comme on voit à la télévision. Donc là, tu peux t'en défendre parce que tu as la parole. Mais moi, je les ai laissés avec ce truc-là, ça m'est pratique, quoi. Ils me laissent tranquille, en fait. Je suis un peu tranquille. Au départ, tu n'étais pas spécialement prédestiné à devenir auteur de bande dessinée. Et tu es devenu dessinateur professionnel un petit peu sur le tard. Du coup, j'aurais bien aimé que tu nous expliques un peu comment tu es venu à devenir dessinateur, comment tu en es venu à ça. Et est-ce que déjà enfant tu dessinais? Est-ce que tu avais quand même une culture de la BD En fait, moi j'étais l'enfant qui dessinait plus que les autres, on va dire, dans la famille ou dans la classe. Donc j'ai toujours dessiné. Mais c'était une période où tu avais t'avais très peu d'endroits où tu pouvais aller faire tes études pour faire de la bande dessinée. Il devait y avoir 2 écoles en France, une en France et une en Belgique à la rigueur. Et puis c'était loin de mon univers familial, cette possibilité. Et puis surtout, c'est que j'avais pas beaucoup d'ambition, j'étais pas très courageux pour me lancer dans une carrière et j'avais pas non plus... j'étais pas très bavard en fait, en me disant je veux faire ci, je veux faire ça avec force et abnégation. J'étais vraiment très discret sur le truc et j'ai jamais vraiment ambitionné de faire de la bande dessinée quoi. Longtemps j'ai été j'y touche pas, j'en fais un peu, j'en fais pas, enfin c'était pas très honnête. Comme j'étais pas sûr de moi, je me baladais autour de ce truc là un petit peu et tout. C'est véritablement des étapes en fait. Et donc je dessinais, je n'arrêtais jamais de dessiner. C'est-à-dire que
Moi, j'ai eu une vie professionnelle dans le salariat jusqu'à l'âge de 40 ans. Mais le soir, les vacances, les week-ends, je dessinais. C'était ma passion, quoi. C'était vraiment une sorte de respiration. Et puis, à force, tu fais, tu avances, des rencontres, des trucs comme ça. Et puis, tout à coup, tu rencontres quelqu'un qui dit bah, il serait peut-être temps que tu fasses un livre maintenant, quoi. Et c'est tout, quoi. C'est vraiment des rencontres. Mais j'ai jamais eu vraiment le courage à 18 ans, c'est ok, je peux faire de la bande dessinée, je peux faire des fanzines, des petits trucs, mais j'avais ambitionné de faire un livre. Je trouvais ça déjà, je voyais bien que c'était difficile, quoi. Jamais j'ai cru pouvoir faire cette carrière. C'était même pas une possibilité, c'était même pas un rêve, quoi. Je rêvais pas de faire de bande dessinée, quoi. Dessiner me suffisait à ma taille, quoi. Parce que peut-être tu n'avais pas de modèle autour de toi qui l'avait fait et que du coup, quand on n'a pas de référent direct, c'est compliqué de l'imaginer. Voilà, et ça reste dans des magazines que j'achetais parce qu'à l'époque ma mère travaillait dans une petite papeterie et donc après l'école j'allais la voir et je traînais un peu, je découvrais tous les magazines de bande dessinée ou de cinéma ou de choses comme ça. Donc j'avais ce truc qui venait à moi mais sans ambition. Et puis voilà, j'étais pas dans un milieu artistique, c'était un milieu très très modeste et dans ma famille, il n'y avait personne qui avait tenté quelque chose comme celui-ci, même dans nos connaissances, quoi. Donc, et puis même moi, hein, je poussais pas la machine pour le devenir, quoi. Et c'était quoi du coup les magazines ou les lectures que tu avais? Bah, j'ai commencé par un truc qui était Pif Gadget, ça c'était super. T'avais vraiment de la bande dessinée dedans. Et puis plus tard, un magazine qui m'a vraiment énormément influencé, c'était un magazine qui s'appelait Metal Hurlant, qui était c'était un peu la bande dessinée pour les autres, quoi. C'était très rock, c'était très pour un ado prépubère comme moi, c'était un peu sexy. Il y avait des filles un peu dénuées dévêtues dans les vêtements. Enfin, il y avait un truc un peu plus rock. C'était de la bande dessinée française, mais en même temps américaine. Et là, je trouvais ça fabuleux, quoi. C'est un truc, c'était passionnant, quoi. Et j'arrête pas, même là, des fois, j'en relis des vieux Metal Hurlant. Donc, ils ont ressorti le magazine il y a quelques temps, là, qui est un truc vraiment sur la science-fiction, où j'ai pas vraiment trouvé mon intérêt. Ils ont ressorti Pif Gadget aussi, c'est hyper nul. Mais c'est ce qui m'a influencé. Et puis après, toutes ces bandes dessinées, Tintin, Milou, Astérix, pas trop les tuniques bleues, mais beaucoup Tintin quand même, d'une façon ou d'une autre. Ouais. Beaucoup Tintin quand même. Ok. Et du coup, oui, tu expliques que tu dessinais dans ton coin. Et puis je sais qu'à un moment donné, tu as découvert le fanzine. Ouais. Et donc, le fanzine, pour expliquer rapidement si vous ne connaissez pas le terme, c'est des publications amateurs. En gros, ça peut être en bande dessinée, mais ça peut être sur n'importe quel autre sujet. C'est juste, on fait son propre livre, on va l'agrafer ou le relier soi-même. Et voilà, un feuillet de quelques pages, bah, c'est un fanzine, c'est déjà un premier livre, quoi. Et donc, oui, tu as découvert le fanzine et tu t'es mis à faire des petits livres comme ça de ton côté. Ouais. En fait, à ce moment-là, je crois que je travaillais dans un magasin de reprographie à Paris. Et je rencontre un type déjà qui, lui, faisait un fanzine sur le groupe Cure. Donc, il les suivait en concert, il faisait des articles sur les concerts. Et donc, c'était une feuille de chou, quoi. Et je comprenais pas vraiment ce qu'il faisait avec ce truc-là. Il prenait des photos qu'il développait, il se faisait chier, vraiment. C'était vraiment une feuille à 3 pliée en 2. Et bon, il était passionné par ça, et je comprenais pas bien. Et puis un jour, à midi, il y a un jeune homme qui vient et qui prend une machine et qui photocopie ses dessins. Il les plie dans un sens bien précis, puis après il les découpe, puis après il les agrafe. Et je me rends compte que ça fait un livre un peu comme ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit, ça s'appelle un fanzine. Mais je lui dis, mais comment ça? Il me dit, bah en fait, il était de province et il avait quitté sa famille pour monter travailler à Paris. Et en fait, pour leur donner des nouvelles, il leur envoyait un petit truc de 8 pages où il racontait ce qu'il avait fait. Donc il avait été au musée Rodin, donc il dessinait un petit peu le musée Rodin. Après il leur disait ce qu'il avait mangé, comment ça se passait. Mais c'était très esthétique, très très dessiné, il était talentueux, il avait un très très beau dessin. Et il m'a dit, ça s'appelle un fanzine. Je lui ai dit, ah bon, c'est super. Et je lui ai dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire, tout simplement. Et après, lui m'a présenté d'autres gens qui faisaient du fanzine, dont un monsieur qui s'appelle Laurent Lolmet, qui est parisien, qui pour moi, là, ça a été l'explosion en disant, voilà, je voulais faire que du fanzine, en fait. Et parce qu'il y a un aspect qui est très... Alors,
Gilles a amené des fanzines, donc que vous pourrez feuilleter après la rencontre si vous voulez pour voir à quoi ça ressemble. Et oui, il y a un aspect qui est très important dans le fanzine, c'est on fait son livre, mais le but c'est pas de le garder dans son coin pour soi, c'est la manière dont on va le distribuer. Alors ça peut être donné gratuitement, ça peut être vendu à prix libre. En tout cas, il y a toujours l'idée de passer quelque chose ou de se les échanger. Et donc après, il y a tout un monde ou toute une famille du fanzine derrière. Bon, en fait, je faisais du fanzine, mais je savais pas ce que c'était vraiment le fanzine. Donc j'ai commencé à en faire, j'avais appelé mon fanzine s'appelait En Vrac, en un seul mot. Et donc l'idée, voilà, c'était pas de le vendre, c'est que tu le donnes à des copains, quoi, ou qu'ils les jettent à la poubelle ou que ça les intéresse. Et j'ai fait 22 numéros sur 3-4 ans. Et ensuite, tu rencontres des gens, et l'idée c'était de se les échanger par voie postale. Et puis des fois, tu recevais des fanzines de gens, parce qu'ils savaient que tu faisais un fanzine, parce qu'avant, on n'avait pas les moyens de communication de l'Internet, vraiment, il n'y avait pas Internet pour le coup. Donc en fait, c'était juste par connaissance. Et là, tu découvres que tu reçois des fanzines des États-Unis, donc tu renvoies le tien. Après, tu apprends que tu as un journal à Montpellier qui parle que des fanzines. Donc tu envoies ton fanzine, il parle de toi, donc les gens s'abonnent à ton fanzine. Et à la fin, je l'envoyais, je sais pas, à 300 exemplaires ce truc. Et j'avais des gens, et je sais pas comment ils l'ont su, par exemple, Benoît Poelvoorde était abonné à mon fanzine, les gens de Canal+ étaient abonnés à mon fanzine. Et donc moi, je faisais un truc de 16 pages tous les mois. Et donc j'avais pas beaucoup d'idées à l'époque, je savais pas écrire une histoire, j'avais envie que de dessiner, donc je reprenais par exemple des morceaux de musique de rappeurs, donc Puccino ou de choses comme ça, et je les mettais en images par exemple, où je racontais un copain qui passe dans le magasin, qui me fait une blague et qui ressort, c'était vraiment très très brut quoi. C'était dessiné comme ça, puis après l'intérêt c'était de le photocopier soi-même, de l'agrafer, puis de le filer, quoi, de faire une belle couve, s'amuser, quoi, choisir le papier, voilà, c'était ça. Et l'histoire raconte qu'un éditeur, un jour, dans une soirée à Montpellier, marche sur un fanzine et il le ramasse, et c'est le mien, et il adore. Et il me contacte par téléphone, il veut qu'on se rencontre. Et ça a duré pendant 1 an, on a parlé comme ça. Et il m'a dit, à un moment, il m'a dit « Oh, ça serait bien que tu fasses un livre de tout ce que tu as. » Et donc c'est comme ça que ça s'est lancé dans l'édition. Mais voilà, moi je me serais bien arrêté à ce livre-là, hein, sans problème. Hein. Oui, et du coup le livre s'appelle En Vrac, et c'était ton premier livre. Ouais, qui était le condensé de toutes à peu près les histoires meilleures du fanzine en fait. Et c'est comme ça que ça a lancé l'édition. Et donc en fait j'avais pas grand chose à faire pour ce livre, j'avais juste une couve à faire. Donc je me sentais pas dans l'urgence du truc, c'était assez pratique. Et après, je crois que c'est 1 an et demi après, il m'a dit qu'il faut qu'on fasse un 2e livre. Et là, ça a été complètement autre chose. Bah, justement, j'allais en parler parce que moi, j'ai pas eu l'occasion de lire En Vrac, j'ai pas pu me le procurer. Par contre, alors, on a certains de tes livres sur le réseau des médiathèques d'Argenteuil, mais pas énormément, donc j'en ai réservé par Révodoc, donc d'autres bibliothèques du département du Val d'Oise que vous pourrez emprunter après la rencontre si ça vous intéresse, même si ça vient d'autres bibliothèques. Et donc par Révodoc, j'ai pu me procurer Dernier étage, qui est donc ce 2e livre. Ouais. Et alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le trait depuis, ton dessin a beaucoup évolué, il s'est assoupli ou affiné. Et j'ai quand même trouvé ça vraiment très chouette. C'est des petites histoires indépendantes les unes des autres, et ça se passe donc dans une cité. Mais c'est toujours un peu absurde ou un peu loufoque. Il va y avoir un voisin qui traite sa vache dans son appartement, ou un autre qui vit dans une tente sur le toit d'une tour et qui reçoit recommandé par la poste un avis d'expulsion. Donc bon, tout n'est pas forcément joyeux, mais en tout cas il y a beaucoup d'humour, c'est complètement loufoque. Et ouais, là du coup, pour le coup, c'était vraiment ton premier vrai livre. Bah oui, et puis en plus c'était un petit livre, il lançait la collection, donc c'est un tout petit format, je crois qu'il doit y avoir 28 pages. Et donc il fallait que je raconte des histoires et je réécrive tout, quoi, ce que je n'avais jamais fait. Et ça a été une horreur, parce qu'il y a un délai, et puis j'avais pas confiance en moi, et puis je travaillais et tout ça. Et le jour où je dois envoyer toutes mes planches par la poste, je me rends compte qu'il m'en manque 2 pour ne pas terminer le livre. Et ça a été ma première angoisse éditoriale, où je lui disais, voilà, j'ai un week-end pour faire 2 planches, quoi. J'étais incapable de ce genre de truc, quoi. Et ça a été quoi les 2 planches du coup? Eh ben je les ai pas fait, j'ai mis des photos. Non, j'avais une trouille bleue de ne pas être dans le délai, que ça soit pas bon et tout, c'était une catastrophe. Ça
Ça, c'est mon livre le plus douloureux à terminer, avec des clous dans le ventre. Il y a les auteurs racontent souvent qu'après avoir fini un livre, il y a une sorte de tsunami émotionnel, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire choper un zona ou rester couché. Il y a un truc qui se fait après quand le livre est... Mais là, c'est pareil, quoi. C'était une catastrophe. Et je crois que j'ai jamais re-été dans une galère émotionnelle autant qu'à celui-ci. Mais c'était moi qui m'étais mis tout seul dans l'urgence. Hein. C'était pas... Mais tant mieux que bon, au moins le mauvais moment est passé. Oui, c'est vrai. Mais c'était dur. Très dur. Alors lui, il n'est pas encore autobiographique parce que, je pense que tu n'avais pas un voisin qui avait une vache dans son appartement. Non. Mais il y avait quand même, j'ai connu moi des gens dans des appartements qui avaient des animaux, quoi. Ouais. Les trucs des poules et tout, ça c'était vrai par contre. D'accord. Mais là en fait, je vais commencer à parler de la banlieue, mais je vais essayer d'éviter le sensationnalisme. Mais là en fait, je me fourvoie parce que il y a un peu de truc un peu sensationnalisme, quoi, un peu primaire, quoi. Parce que à ce moment-là, je ne sais pas encore comment l'aborder, être sincère, je suis un peu perdu. C'est mes premiers pas d'auteur. Donc je me suis dit, je vais essayer d'en faire un truc absurde. Des gens qui ont posé des toiles de tente sur les toits des immeubles, ça je l'ai vécu aussi. L'absurdité dans cette histoire-là, c'est de recevoir un recommandé absolument, par la poste pour se faire virer, quoi. Quand on est dans une tente, parce que ça on se doute que c'est pas possible. Après effectivement, en tout cas, même si on comprend que c'est pas de l'autobiographie, effectivement le livre il sent beaucoup le vécu. Il y a un sous-jacent en dessous quand même un peu de vérité. Et puis dans ce livre j'avais tout à créer. Vraiment, et c'est pour ça que ça a été hyper douloureux à faire. Parce que je ne savais pas si j'allais continuer, j'avais pas d'ambition, j'avais accepté et je regrettais d'avoir accepté de faire ce truc-là, quoi. Mais bon, écoute, c'est fait. Je crois qu'il est en solderie à 2 €, c'est cool. Ah mais si je le trouve à 2 €, moi je l'achète tout de suite. Il est en solderie à 2 €. Je crois que la collection n'existe plus. Mais bon, c'est un souvenir. Et puis c'est partir le dédicace au Festival d'Angoulême, quoi, aussi. Il y a ce truc-là. Ouais. On va faire un saut dans le temps. On va arriver directement à 2011. C'est l'année où tu sors TMLP. Ouais. Donc ça veut dire Ta mère la pute. C'est le titre du entier. livre. Et donc voilà, il sort en 2011 et au Festival d'Angoulême, justement, 2012, tu reçois le prix Révélation avec ce livre. En gros, l'histoire, c'est une bande de jeunes, alors qu'ils sont encore des enfants, ils ont une dizaine d'années à peu près, je pense. Ça va entre 10 et 14, ouais. Ouais. Et donc ça commence assez légèrement parce que on les suit, on voit les conneries qu'ils font un peu au quotidien. Et puis en fait, il y a une pression qui va monter. En fait, ça va se terminer en drame. Ça s'assombrit au fil du livre pour se terminer en drame. Et voilà, donc c'est le début en fait de ta notoriété d'auteur, je pense, TMLP. Ouais. Ça fait tout de suite une différence quand ça résonne au Festival d'Angoulême, parce que à ce moment-là, tu es le meilleur camembert de France, quand tu as une étiquette sur tes livres et les gens veulent plus te voir qu'avant, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Avant de faire TMLP, je fais un livre qui s'appelle Temps mort, qui sort, qui se voit un peu, mais surtout à ce moment-là, j'ai le retour des copains auteurs. Et c'est là où je commence à faire ces formes de scénettes entrecoupées de dessins, d'architecture. Et je me rappelle d'auteurs qui me disent à ce moment-là, fais gaffe, c'est pas mal comment t'as fait. Et en fait, ça m'a mis hyper confiance. Donc je rentre chez moi et j'attaque TMLP. Que tu avais déjà en tête avant, malgré tout? Pas vraiment en fait, parce qu'en plus parler de mon enfance, moi j'ai pas du tout aimé mon enfance. Oui, parce que j'ai oublié de dire ça, mais c'est quand même un récit en grande partie autobiographique. Ouais. J'ai pas du tout aimé mon enfance. Donc j'avais pas envie de parler du sujet, quoi, en fait. Et puis je suis rempli de contradictions puisque j'ai fait ça. Je me suis mis à ce livre, j'ai commencé un jeudi, puis j'ai jamais arrêté. Et puis en fait, le titre, qui peut paraître virulent par rapport à l'intérieur où il n'y a pas d'insulte primaire gratuitement, c'est quand j'avais fait le... Moi j'envoie jamais mes planches à un éditeur, je déteste ça. Je vais faire une lecture ouverte ou un pitch en fait. Donc, je vais les voir et je leur dis, je le fais encore pour les projets en cours. Je
je vais les voir, je leur dis le livre, il va être comme ça, comme ça, comme ça, il va s'appeler comme ça. Non, je dis le titre, ta mère la pute. Et donc quand je commençais à envoyer mes planches, l'intitulé c'était ta mère la pute. Et je finis le livre, je suis très content de le finir. L'éditeur me dit, putain c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, tu tiens un truc. Et puis au moment de faire le livre, la couverture, et je lui dis alors comment on l'appelle ce bouquin? Il me dit bah on va l'appeler ta mère la pute, tu as toujours voulu l'appeler comme ça. Moi je me suis dit oui mais bon, ça va nous poser des problèmes. Il me dit bah oui, non, enfin pas spécialement et tout. Et donc le livre sort, et à l'époque il y avait encore Virgin et la Fnac qui vendaient ce livre, et la Fnac a refusé de le vendre. Parce qu'il y avait un gros mot sur la couverture. Donc nous on se dit, bon, ils le vendent pas quoi. Mais Virgin, eux, le vendent, parce qu'en plus ils l'ont lu, et ils ont aimé. Donc ils en font un truc coup de cœur. Et donc la Fnac voit ça, donc ils se mettent un petit peu à le vendre, mais vraiment discrétion quoi. Et tout à coup le livre il est sélectionné au Festival d'Angoulême, donc pendant 3 mois, la Fnac doit faire la promotion de 51 livres, et donc il en faisait partie. Donc ils étaient dégoûtés parce qu'ils étaient obligés de le mettre en façade, le truc quoi. Et ensuite, le livre, il gagne le prix au Festival d'Angoulême. Donc, dans le contrat qu'ils ont, ils sont obligés de le mettre pendant 1 an en façade. Donc, ils étaient complètement écœurés. Et j'ai jamais fait une dédicace à la Fnac, de ma carrière, en fait. Comme, doit y avoir un truc avec mon nom. Liste noire. Liste noire. Et j'ai jamais dédicacé à la Fnac du tout, quoi. Donc, c'était drôle parce que, en fait, le titre a emmerdé plein de choses. Mais ça l'a pas empêché que le livre... figure et vivent correctement, et le vrai soutien que j'ai eu pour qu'il résonne autant, c'est les bibliothécaires en fait. Ah ouais, ouais, parce qu'il avait été sélectionné pour un prix des lycéens Île-de-France par la maison des artistes, par la maison des poètes. C'était eux qui s'occupaient ça à l'époque. Et la dame avait pris ce livre et l'avait mis dans une sélection pour qu'il soit distribué dans tous les CDI d'Île-de-France, et après les mômes choisissaient le livre qu'ils préféraient. Et un jour, la dame m'appelle, elle me dit, est-ce que vous pouvez venir me voir au bureau? Je dis, bon, ça, je vais me faire encore engueuler sur quelque chose et tout. Et elle me dit, asseyez-vous. Et elle me met son répondeur téléphonique. Et là, elle a les messages des gens des CDI qui l'insultent d'avoir mis ce livre dans la sélection. Bah parce qu'il y a marqué ta mère la pute sur la couverture. C'est-à-dire que personne ne l'avait lu, mais le titre sur la couverture, pour eux, c'était pas possible de mettre ça dans un CDI. Et je lui dis, bah, je suis désolé, qu'est-ce qu'on... Elle me dit, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Et elle m'a rappelé 15 jours après. Elle leur avait laissé un message en leur disant, j'aimerais bien que vous le lisiez avant quand même, et puis vous m'en reparlez. Et les gens, ils ont quand même eu le courage de rappeler en disant, vous avez raison, il fait partie de la sélection. Et en plus, culot, c'est qu'après, moi, j'ai gagné le prix des lycéens Île-de-France. Donc ça a fermé un peu les bouches à tout le monde. Et ce livre a gagné les prix des lycéens à Marseille, à Montpellier, il a fait le tour de la France. C'est pour ça que j'ai eu énormément de chance qu'il résonne de cette façon. Ouais, mais il est effectivement très très marquant. Hein. Et quand on termine, enfin, je l'avais lu il y a quelques années, et puis j'avais dû un peu oublier, je l'ai relu pour préparer la rencontre, et à la fin, je disais, ah ouais, j'avais oublié à quel point c'était... Parce qu'il y a une subtilité en fait que j'ai pas fait exprès, j'ai pas ces compétences, c'est qu'à partir de la moitié du livre, quand ça commence à monter en pression, les textes, cette voix off que tu lis, en fait, il n'y a plus de ponctuation. C'est des phrases qui s'enchaînent comme ça. Et donc, tu lis ça d'une traite. Là, par exemple, ce livre, il est adapté en pièce de théâtre vivant. Donc, il est joué par des acteurs, par une troupe qui s'appelle Improvision, je crois. Donc, il est joué avec des morceaux de musique. Il y a des grands écrans où passe la bande dessinée, mais il est joué par des acteurs et ils rejouent toutes les scènes. Et donc, c'était pendant le Covid, on a fait les répétitions. Et là, en fait, je me prenais mon écriture en face. Et en fait, j'avais à chaque fois qu'on joue, j'ai un peu le nez, enfin la gorge nouée, en fait. Parce que j'entends mes textes et ça me rappelle l'histoire et comment je l'ai écrit de cette façon-là. Et donc, moi, je dois dessiner 2 fois pendant le concert. À des moments précis, les écrans s'ouvrent en lumière et je dois dessiner. Et j'étais complètement perturbé par cette histoire à chaque fois. Et j'étais jamais dans le tempo, je dessinais 2 minutes avant ou 2 minutes après, c'était une catastrophe, mais c'était systématique. Et j'étais très gêné par rapport aux acteurs. Alors, à un moment, je me dis, il ne faut pas que je me fasse avoir par le récit. Donc, ils ont trouvé la solution de me coller à côté d'une enceinte,
C'est-à-dire que je suis assommé par la musique, par le bruit. Comme ça, je me concentre juste sur le chronomètre où je dois dessiner en fait. Parce qu'ils ont remis en scène très fortement la scène sur le terrain de foot et la scène de la cassette en fait. C'est ça. Mais bon, maintenant c'est consommé et le livre a 10 ans. Et ça t'a fait quoi à l'époque, du coup, d'avoir une notoriété un peu soudaine? Bah, tu sais pas ce qui se passe, quoi. Tu sais pas ce qui se passe, parce que je vois quand même qu'il y a un truc qui passe, il y a un truc qui se passe quelque chose, quoi. Même un petit peu avant le festival Angoulême, je vois l'intérêt de certaines personnes et le truc qui monte. Alors en plus, c'était au début un peu des réseaux sociaux, donc je vois que les gens parlent du livre et tout, mais je me dis bon, oui. Et puis après, tu te retrouves au théâtre au festival d'Angoulême et t'entends ton nom et là tout bascule en fait. Et après tout bascule parce que pendant 1 an, même 2 ans, t'es plus chez toi, tu fais que aller montrer ton livre ailleurs. Et c'est ça, c'est un truc à vivre. Moi qui étais banlieusard et qui avait des grandes difficultés à quitter la petite couronne, me retrouver dans une gare, prendre un train pour aller quelque part, c'était une catastrophe. Hein. Donc ça, j'ai beaucoup appris grâce à ça, quoi, à voyager tout simplement. Et ce qui était fou, parce que ça parle de prostitution occasionnelle, ça parle de trucs familiales. Et quand j'allais dans un festival, dans un village, comme ça se fait beaucoup, les gens achetaient le livre, ils revenaient le lendemain en me disant mais ce genre d'histoire ça se passe aussi ici quoi. Donc ça n'avait rien à voir avec le fait que ce soit la banlieue du tout quoi. C'est une histoire d'individu quoi. C'est une histoire d'ado qui devient adulte sur un drame. Bah ouais, c'est en ça aussi, enfin, qu'on peut dire que t'es pas juste le dessinateur de la banlieue parce qu'en fait c'est le cadre mais ça parle pas que de ça quoi du tout. Non, et puis ça m'a permis de comprendre que je pouvais raconter une histoire, quoi, dans une temporalité fictionnée, avec des souvenirs, et puis mettre ça en scène, et puis c'est intemporel, quoi. C'est que si tu écoutes les actualités, ça tu l'as tout le temps, tous les jours. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Solo, Oui. Qui est mon livre préféré, je pense. Ah, c'est gentil. Je l'aime beaucoup. C'est le livre où il y a des poètes tout le temps. En fait, je l'aime beaucoup parce qu'il parle d'un sujet qui est vraiment difficile, c'est-à-dire les attentats du Bataclan, mais surtout, plus que les attentats eux-mêmes, toi, ta réaction traumatique face à ce qui s'est passé. Et malgré le sujet qui est plombant, en fait, c'est super drôle. Et moi, j'arrêtais pas de me marrer, il y a beaucoup de gags. Et de running gag et c'est très visuel et du coup je trouve que l'équilibre entre les deux est très réussi. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre? C'est assez simple, hein. Je suis comme tout le monde le 13 novembre devant ma télévision et je vois ce qui est en train de se passer. Il est 23h, il est minuit, il est 2h du matin, je suis encore devant cette télévision et je vois le drame là qui monte en puissance. Et je me dis que ça va être très compliqué les jours à venir, mais vraiment compliqué. Déjà, comme tout le monde, de façon différente, mais comme tout le monde, j'avais déjà encaissé Charlie Hebdo, et la température de la rue après. Et donc je vois ce truc arriver. En plus, on a cette promiscuité, nous, de Paris, en se disant, il y a un moment, il y a un nom qu'on connaît qui va apparaître sur la liste des victimes. Donc je sais que ça va être difficile. Et je me rends compte d'un truc, c'est qu'à ce moment-là, le dessin ne sera pas suffisant dans ma vie pour que ça se passe bien après. Enfin, pour moi, pour pas que ça soit douloureux. Le dessin ne sera pas assez suffisant. Il va falloir qu'il se passe quelque chose dans ma vie. De plus. Donc, je vais m'acheter une trompette et je me mets à la trompette. Donc en pleine nuit, je vais sur le Bon Coin, je marque trompette et colombe. Et je vois un mec qui vend une trompette à Colombes dans mon budget, à peu près 50 €. Quoi. Et je lui écris, le mec me répond tout de suite, il me dit ok, demain matin à 8h, tu vas chercher ta trompette, rendez-vous à la mairie de Colombes, et j'ai acheté la trompette. Et je me suis mis à pas jouer de la trompette, ça serait prétentieux, mais à essayer de jouer de la trompette. Ce qui donne concrètement dans le livre un personnage qui ne dit aucun mot quasiment de tout le livre et qui ne fait que poète. Ouais. C'est ça. Et puis en fait, ça me permettait de ne rien dire sur la situation et de laisser parler les autres. Ces gens qui n'ont pas été touchés
directement par cet attentat, par des balles ou par la perte d'un être cher, mais qui ont une émotion et qui sont chez eux et qui ont une émotion forte de ce qui se passe en fait. Donc ils ont aussi un traumatisme en fait. Il faut quand même les entendre ces gens-là, même si... Et donc c'est eux qui parlent plus, quoi. Et c'est eux qui ont des humeurs différents et des points de vue différents sur l'histoire. Et puis surtout mon entourage qui a l'habitude de vivre avec moi, qui se disent qu'est-ce qu'il est en train de faire l'artiste encore, quoi, avec cette histoire de trompette, quoi. Et voilà, il me trimballe, quoi. Donc j'avais pris la trompette parce que je voulais un instrument de musique qui voyage, je voulais pouvoir le mettre dans un sac en fait. Je voulais pas que ça soit un truc où je sois obligé de rester chez moi. Donc c'est pour ça que j'ai pris une trompette. C'est pas vraiment une trompette, c'est un bug, c'est une trompette ramassée. Donc il y a un esthétisme très fort, c'est très joli. Vous mettez ça dans une pièce, tout le monde a envie de souffler dedans par exemple. Là à la maison, j'ai arrêté parce que j'ai bien vu que je ne ferais pas carrière dans la trompette, donc j'ai un peu arrêté, donc c'est posé. Et comme je vis qu'avec des ados, forcément quand ils passent dans le salon, les copains, tout le monde souffle dans ce truc-là. Donc j'y mets plus mes lèvres là, parce que c'est un miasme. Et en plus, comme je suis hypochondriaque, en fait, j'ai fait des recherches sur les grands musiciens de trompette, et ils sont tous morts dans des maladies. En fait, ça donne des maladies terribles, la trompette. Des trucs de dingo. Donc je me suis dit, ah non, moi j'ai trop peur des maladies, donc j'ai arrêté la trompette. Mais en lisant, je me suis dit, ça pose la question de, tu prends une histoire qui t'est arrivée, des faits bruts, tu en fais un livre, donc il y a forcément à un moment une mise en narration qui se fait, et donc voilà, tu vas scénariser, tu vas mettre des gags, tu vas mettre en scène, et ça, la question elle peut se poser pour tous tes livres, c'est quoi ta marge de manœuvre ou la marge de fiction que tu te donnes pour passer du réel à faire un livre? Parce que, voilà, par exemple, il y a plusieurs fois les scènes où tu es debout, tout seul, en haut de ton immeuble, enfin en haut de la tour, et tu es tout seul à souffler, à faire du poète-poète, et toute la cité ou tout le quartier entend le poète-poète autour. Et, mais moi, je me disais, est-ce que ça s'est vraiment passé? Déjà, depuis tout petit, en fait, il y a ce truc, ce fantasme de monter en haut de l'immeuble, quoi, la grandeur, quoi, de monter là-haut, quoi, avec le danger que ça peut être, puis de voir au-dessus. Donc maintenant que je suis adulte, je le fais assez librement, quoi. Et puis c'était une façon, alors c'est peut-être fictionner la façon d'être vu par d'autres, quoi, et puis de ne pas entendre ce qu'ils disent aussi, en fait. La distance fait en sorte qu'ils n'entendent pas ce que je dis. Mais c'est vrai que j'ai pas pu en faire longtemps chez moi, je saoulais tout le monde, c'était tellement inaudible et tout. Donc j'allais dans des endroits où normalement on m'entendait pas, quoi. Donc, et puis c'était une image, quoi, de remonter là-haut et de faire de la trompette comme une alerte un petit peu, quoi. Il y avait un truc un peu comme ça, quoi. Et puis, mais ça, par exemple, à la base, c'était un fanzine, hein. J'ai commencé à faire les histoires et je voulais en faire juste un fanzine, c'est-à-dire que j'avais pas d'ambition d'en faire un livre. J'ai commencé à faire 10-15 pages, voilà, un fanzine. Et puis je crois qu'il y a un éditeur qui est passé me voir un jour, Casterman pour le coup. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais en ce moment? Donc on a parlé déjà de tout ce qui s'était passé. Et j'ai dit je suis en train de faire ça, il m'a regardé, il m'a dit écoute, je sais pas où tu veux aller avec ça, mais si tu fais 40 pages de plus, je te prends le livre. Sinon, ça serait resté en fanzine sans aucune frustration. Il n'aurait pas eu peut-être cette visibilité-là, mais ça aurait pu rester en fanzine. Là j'ai poussé le trait de l'absurde aussi max, quoi. Le running gag du bâtiment, c'est de la mise en scène. Hein. C'est pas du stand-up, mais c'est de la mise en scène, c'est du gag, quoi. C'est l'excès, quoi. Ça a dû se passer 2-3 fois, même si je le fais 10 fois dans le livre, quoi. Et puis ça fait parler les gens, c'était ça l'intérêt. Mais après, le contrôle... À un moment, je vais dans un endroit et mon sac il bip. Je crois que c'était vers le Louvre parce que je voulais aller aux Tuileries. Mon sac il bip et le type il me demande d'ouvrir mon sac. Donc j'ouvre mon sac et il voit une trompette. Et il me dit qu'est-ce que c'est? Je lui dis c'est une trompette. Il me répète, il me dit c'est une trompette. Et ça dure un quart d'heure. Et donc il appelle son chef pour savoir qu'est-ce qu'il fait avec la trompette. Est-ce que je peux passer ou pas passer, quoi. Parce que c'est la situation qui fait ça. Normalement tu passes avec cette trompette. Et là, le type, il dit, mais c'est quoi? Je lui dis, une trompette. Il me dit, une trompette. Bon, voilà, je lui dis, mais... Oui, ça, par exemple, c'est un exemple de transformation du réel, parce que dans la réalité où il y a eu ce dialogue et cette attente d'un quart d'heure, dans la BD, ça devient... il ouvre, il se demande ce que c'est. Comme toi, tu ne parles pas de tout le livre, il demande qu'est-ce que vous faites avec ça, et puis tu fais poète-poète. Je souffle.
Donc oui, d'accord, ça c'est une transformation. C'est comme souffler au moment des élections devant le... à la fin, parce qu'à la fin on va sur des élections, je crois, et c'est aller avec sa trompette au moment du vote, c'est totalement interdit, quoi. Et de se faire ramasser par la police. Mais c'était une façon de dire que le type voulait pas s'exprimer, quoi. Et puis le problème, c'est que moi j'ai pas des avis sur tout, quoi. Il y a des moments je sais pas quoi dire sur les choses, quoi. Parce que j'ai pas bien maîtrisé le sujet, ou je sais pas quoi en dire, surtout sur ce qu'on est en train de vivre. Et puis qu'on entendait quand même pas mal de merde, quoi. Donc c'était compliqué, quoi. Il y a aussi une autre chose que j'aime bien dans Solo, c'est que on commence un tout petit peu à voir l'intérieur de chez toi, en fait, à voir l'intime. Ouais. On voit un petit peu ton épouse et tes enfants. Alors, pas énormément, mais comme la plupart de tes livres avant, ils se passaient dans des scènes d'extérieur parce que tu étais avec tes potes. Et que en fait les garçons ils restent plus dans la rue et les filles elles sont plus dans la maison. La rue elles ne font que passer, elles n'y restent pas, on reste pas à s'asseoir sur un banc pendant des heures quand on est une fille. Ça fait un peu cliché, en même temps je pense que ça correspond aussi à une réalité. Une génération aussi, je crois. Et voilà, c'est ce que j'allais demander, il y a peut-être aussi ça a peut-être aussi évolué depuis l'époque où se situait TMLP qui se passait dans les années 70 et puis aujourd'hui. Absolument. De toute façon, moi j'ai un problème éditorial dans mes livres en fait, et qu'on a identifié, j'ai une cellule psychologique autour de moi avec qui j'en parle, c'est que réellement, la femme, les filles n'apparaissent pas dans mes livres. Quand je fais par exemple la cicatrice qui se passe dans le monde du travail, quand j'ai rendu le bouquin, mon éditeur m'a dit il y a un problème. Tu es dans une entreprise, il n'y a pas de nana. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne veux pas que ça paraisse misogyne, mais c'est que j'ai du mal à les représenter dans mes livres, parce que pour moi, il y a une sorte de distance. Je ne sais pas comment ça fonctionne, les filles. J'ai que ça à la maison. J'ai fait des enfants, j'ai fait que des filles. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est un peu comme les chansons d'Alain Souchon qui parlent des filles mais à distance. C'est trop joli pour s'en approcher. Je sais pas. Et du coup, elles apparaissent très peu dans mes livres. Je veux pas que ça soit pris comme quelque chose de factuel, comme quoi je veux pas le faire, mais c'est que je sais pas comment les faire intégrer dans le truc. Ça apparaît souvent comme une femme, comme ma femme par exemple, comme ma fille, comme ma mère en fait, mais pas plus en fait. Et donc ça c'est un problème. Et il y a des éditeurs qui ont décidé de me faire travailler sur le sujet en fait. Donc peut-être à bientôt. Mais par exemple, en termes de dessin, je ne sais pas dessiner les filles correctement. C'est pas grave, faut les faire pas correctement. Mais bon, j'aimerais les mettre à leur avantage. Non, mais je sais pas. Mais après, c'est pas un truc douloureux, mais je me vois difficilement donner la parole à une femme, sincèrement, quoi. Tu veux dire te mettre à leur place et parler à leur place ? Voilà. Comment tu veux que c'est pas possible, quoi. Et enfin, si, en tout cas, c'est un problème à régler. Et ça me dérange pas d'avoir ce problème pour le régler, pour essayer de faire quelque chose. Là, on m'a proposé un roman ce qui raconte l'histoire d'une mère seule, c'est intéressant. Mais là, je dois régler un problème technique de dessin pour en faire quelque chose sans forcément faire un dessin sexy d'une fille. Mais c'est bien en fait parce que je t'avais déjà entendu en écoutant une autre rencontre dire que ce qui t'intéressait c'était ta marge de progression. Oui. Donc voilà, ça fait une nouvelle marge de progression. Ah bah oui. Bah là je suis mort de trouille par contre, parce que là il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Donc Non, voilà, ça fait partie des choses à venir. Et sans m'éparpiller de mon éditorial, de ce que je fais. Il ne faut pas que je fasse un livre, parce qu'il y a un éditeur qui a eu l'idée fabuleuse de faire travailler le féminisme ou les femmes par Gilles Rocher, tu vois, que ce ne soit pas un élément marketing, quoi. Ah oui, bien sûr. Il vaut mieux éviter ça. Et on va peut-être parler un petit peu de ton dernier livre, mais là je ne l'ai pas aujourd'hui parce qu'il est emprunté par un lecteur. C'est une bonne nouvelle. Donc il y a au moins une personne qui te lit puisqu'elle est chez
Et du coup, ouais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Faut faire le million, ton dernier livre? Bah, Faut faire le million, c'est un livre où je suis beaucoup énervé, je crois. C'est comme c'était les intitulés des journalistes. Il est très énervé. Non, en fait, j'avais fait un livre auparavant qui s'appelait La Petite Couronne, qui parlait encore des quartiers, de la société, l'évolution dans l'âge, sur ce quartier, le fait d'être père, d'être plus jeune adulte, commencer à comprendre que les trottoirs qu'on commençait à maîtriser ne sont plus déjà à nous, on est poussés par des jeunes. Et ben, il faut faire le million, voilà, c'est acté. Tout ça, les rues ne sont plus à nous, ils sont à une forme de jeunesse. Et je suis super énervé dans le livre, pardon. Je suis super énervé et je passe et tout ce qui était mes acquis, c'est-à-dire d'être toujours en groupe, d'être toujours avec un copain, d'être toujours à deux pour aller quelque part. Et là maintenant, j'ai besoin d'être tout seul, s'il vous plaît, tout le temps. Et donc en fait, j'exprime ça dans le livre. Donc j'ai des longues déambulations, ce qui me permet de dessiner les quartiers populaires, la banlieue, l'esthétisme de ces endroits que j'aime en fait. Et ça me permet des longues déambulations où je raconte mes états d'âme, quoi. Et cette volonté d'être seul constamment. Bah, c'est vrai que par exemple, TMLP, c'était la bande de potes. Il y a beaucoup ça. Solo, déjà, je trouve ça un petit peu différent parce que j'y avais pas pensé, mais ne serait-ce que le titre en fait. Ouais. Et il y a voilà, beaucoup de scènes où en fait dans Solo t'es toujours suivi par ton pote Kader qui s'inquiète pour toi parce que t'es quand même dans un état traumatique, donc il est toujours avec toi mais en même temps il te laisse à distance. Par exemple quand tu fais la trompette sur les toits des immeubles, t'es tout seul et donc il y a déjà un peu une forme d'isolement qui commence à apparaître, mais il faut faire le million, ça pousse vraiment Et dans Faut faire le million, même Kader avec qui je prends beaucoup de pincettes parce qu'il est pas plus malin ni facile que moi, je le fuis à outrance. Mais je le fuis, mais je me rends compte qu'en fait, c'est lui qui me fuit parce qu'il a des ennuis, en fait. Il a des ennuis. Il a 50 ans, non, il a 55 comme moi. Et c'est un type qui a vécu beaucoup de malheurs. Il est seul, mais lui, il est véritablement seul. Moi, j'ai une famille, quand même. Lui, il est véritablement seul, donc... Et il découvre que sa sœur a des ennuis, que sa sœur se fait cogner en fait, et il ne sait pas comment fonctionner avec ça. Il ne sait pas quoi faire. Lui qui a une jeunesse où il règle les problèmes avec les poings, il a compris que c'était pas la solution, et donc il se retrouve face à ce problème. Et moi je comprends rien en fait. Je pense juste qu'il est con à ce moment-là. Et voilà. Et c'est faire venir les sujets de société à moi comme dans la vie en fait. Tu peux te couper de l'information constamment, mais en fait, les faits de société viennent à toi par les autres aussi. Donc, c'est un album où j'explique que j'ai envie d'être tout seul, quoi. Si je peux. Et tu disais que oui, effectivement, il y a beaucoup de scènes où du coup tu marches dans la rue, mais seul. Donc tu traverses des espaces et alors dans beaucoup de tes livres il y a beaucoup de vues urbaines. En fait tu aimes beaucoup dessiner les paysages urbains, tu dessines beaucoup les immeubles, les rues, des terrains vagues. Et une question que je me posais aussi c'est est-ce que tu dessines toujours un quartier ou une ville bien spécifique? Quand tu dessines un immeuble c'est tel immeuble ou est-ce que ça pourrait se passer n'importe où? Et est-ce que c'est des... Est-ce que je dessine des barques échouées près de la mer, des trucs comme ça tu veux dire? Est-ce que tu dessines d'après nature oui. ou est-ce que et puis est-ce que c'est important pour toi de représenter un quartier en particulier par exemple ou... Non, pas du tout. Non. Moi je suis en 2 roues normalement et donc je fais des tours de périph et je peux refaire un tour de périph parce que je me souviens qu'il y a un bâtiment à tel endroit et je sais que la lumière à ce moment-là quand elle vient de ce côté-là il est ouf à dessiner. Donc, je le dessine succinctement, mais je le prends en photo. C'est-à-dire qu'en termes de réseaux sociaux, j'ai juste Instagram. Je le prends en photo. Donc, toutes les photos qui sont sur Instagram, à un moment ou à un autre, ce sera des choses qui sont dans mes livres, en fait. C'est ma bande de données, en fait. Et partout, je prends en photo, souvent les bâtiments. Quand je suis à la mer, je dessine pas la mer. Si je commence à dessiner la mer, c'est qu'il faut que je rentre chez moi.
Si je commence à dessiner des roses trémières, c'est qu'il faut que je rentre chez moi, c'est pas bon signe. Après, j'ai besoin de dessiner tout le temps parce que j'adore ça, mais aussi c'est que c'est une gymnastique pour que mon trait devienne de plus en plus visible pour le lecteur. Moi, j'avais un dessin très anguleux, et donc là, j'aimerais qu'il aille sur un trait grand public pour être lu par plein de gens, en fait. Donc, la bande dessinée, le dessin est une gymnastique, en fait. C'est-à-dire que si je dessine pas pendant 2 jours ou 3 jours, parce que je suis en déplacement et que je dois revenir pour dessiner des planches, par exemple, je sais que j'ai une demi-journée où il faut que je fasse chauffer les pneus, quoi. Je retrouve pas mon trait, je retrouve pas l'épaisseur de mon trait, je retrouve pas ma position. Donc il faut que je garde toujours la forme pour me retrouver au dessin, quoi. Il est pas là, il est pas constamment avec moi, le dessin. C'est vraiment une gymnastique. D'ailleurs, tu dessines avec quoi? C'est quoi tes outils de travail? Et puis aussi tes lieux ou tes habitudes de travail? Alors, quand je fais des livres, je travaille toujours... Alors, quand je fais des livres, à chaque fois que je sais que je vais commencer un livre, il y a toujours 15 jours d'euphorie où je me dis, je vais choisir ce papier-là, dans ce format-là, et je fais les tours des librairies pour m'acheter un crayon spécial parce que c'est un nouveau livre, et c'est un livre spécial. Donc, c'est très cool. Je prends un moment à moi, et j'achète tout ce matériel, et puis après, je me retrouve chez moi, et je reprends le même papier et le même crayon. C'est-à-dire, c'est des crayons que j'achète chez Carrefour. C'est ce qu'ils appellent des uniballs qui sont vendus en 5 exemplaires. C'est du Canson 180 grammes. Et je recommence toujours de la même façon pour faire des livres. Tu dessines sur papier Canson? Papier Canson, ouais. Je fais mon crayonné, après j'encre. Vraiment le truc à l'ancienne, ça bouge pas. Et ensuite, là maintenant, j'ai envie d'autre chose, quoi. Il y a un moment, t'en as marre de travailler sur des cases et en noir et blanc. Donc, par exemple, ça rejoint le projet que j'ai eu avec Toi et Joie. Toi et Joie, j'ai mis... j'avais l'option de me mettre à la disposition de cette résidence pour essayer de faire quelque chose, mais j'ai intégré très très vite un truc, et je crois que j'en avais parlé dès le début, c'est que je voulais faire autre chose graphiquement. Donc, j'ai choisi des nouveaux outils. Donc là, maintenant, dans ma poche, j'ai juste un carnet et un stylo 4 couleurs Bic, et je fais tout ça avec ça. Et je ne corrige pas. Et je n'ai pas de Tipex. Et ensuite, quand je me pose, je rajoute une petite couche d'aquarelle, juste pour renforcer les couleurs. Mais d'avoir ce stylo instinctivement et de pouvoir faire la différence des masses avec le rouge, le bleu, le noir, le vert. Voilà, donc ça me fait travailler énormément et je suis passionné par ça en ce moment. Donc tous les dessins de la résidence sont faits au stylo Bic. Il n'y a rien d'autre que le stylo Bic. Et sinon, avant ça, tu dessinais qu'en noir et blanc, donc tous les aplats, les bichromies qu'on peut voir dans tes livres, parce qu'il y a toujours des teintes. Alors là, par exemple, avec Solo, c'est des teintes de brun, La Petite Couronne, c'est dans les jaunes, Faut faire le million, c'est dans les bleu-gris. Ouais. Ça, c'était rajouté après? En fait, ça, c'est une rencontre avec mon éditeur sur mon premier livre. En fait, mon dessin était pauvre. Il était pas assez contenu. Donc il m'a dit, on va rajouter une couleur supplémentaire pour faire des masses, des choses comme ça. Et je lui dis, mais moi je sais pas faire ça. Il m'a dit, mais moi tu t'inquiètes pas, si ça t'intéresse, on le fait ensemble. Et donc c'est lui qui a fait la couleur sur Temps Mort. Je te parle de ça il y a 15 ans, 20 ans peut-être. Et en fait, on a toujours fait ça. À chaque fois, il n'est pas coloriste, c'est pas son métier, mais c'est devenu une sorte de voyage entre nous. Et c'est lui qui fait les couleurs de tous mes livres maintenant. Donc c'est mon éditeur, mais quand je fais en roue libre ou quand je fais, pas pour celui-ci, ça c'est un autre coloriste, je l'emmène avec moi dans le projet en fait. Et je l'intègre comme coloriste en fait. Et c'est mon éditeur, c'est lui qui va valider le livre, c'est lui qui va faire retravailler sur les scénettes, c'est lui qui va me dire ça fonctionne pas, ça fonctionne. C'est des discussions des fois très très profondes aussi sur le truc. Et surtout, c'est un dingo, quoi. C'est quelqu'un que je vois une fois tous les 5 ans. Il sort pas de chez lui. Il travaille que sur les planches de ses auteurs. Et il est raide. C'est une ronce. C'est-à-dire que quand il me fait travailler sur un livre, il me tord comme une serpillière pour être sûr que j'ai tout dit sur le sujet à ce moment-là. Il ne lâche rien. Et c'est très très dur. Hein. Je suis vraiment fatigué à la fin. Donc, quand tous mes bouquins sont ancrés, les textes sont faits, les typos sont faits, je prends mes
pages, je les mets dans mon sac et je prends le train pour Montpellier, je lui emmène, je lui pose et je ne veux plus en entendre parler. Il fait la couleur. Donc il m'envoie les pages avec les couleurs et je valide. Et donc il y a eu des grandes discussions, des engueulades en disant c'est pas ça que je voulais. En même temps, je ne savais pas ce que je voulais. Et par contre, pour Faut faire le million, je crois qu'il n'y a eu aucune page que j'ai refusée en fait. C'est lui qui l'a fait d'un coup et ça a été inné. Donc c'est un truc qui nous plaît de faire maintenant comme ça. Il gueule un peu, mais ça lui plaît de faire aussi quand même. Oui, si ça fait 15 ans que vous travaillez ensemble, vous avez trouvé vos habitudes. Ouais, ça y est. Non mais c'est vrai, on commence un petit peu à se comprendre sur le fonctionnement, un petit peu. Et c'est quoi, toi, tes habitudes de travail? C'est des horaires réguliers? Tu fais ça comment? Je me lève à 5h du matin. C'est vrai? Ouais. Et c'est-à-dire que je sais que de 5h à 9h, on va jusqu'à 10h, de 5h à 10h, personne ne va t'embêter. Tu ne vas pas recevoir de coup de téléphone, tu ne vas pas recevoir de mail, pas de trucs désagréables. Et donc je commence ma matinée buvant du café, mais en dessinant, tranquillement. Et après à 10h, tu commences un petit peu à gérer les trucs un peu administratifs ou trucs un peu chiants jusqu'à midi. Les bibliothécaires qui écrivent ouais, les bibliothécaires. Surtout les bibliothécaires. Et ensuite, souvent de 14h à 16h, j'écris sur des projets. Ça, c'est une gymnastique, je me l'impose pour ne pas perdre le fil de sur quoi j'écris. Et après, je redessine de 17h jusqu'à minuit, et à minuit, j'arrête. Et je vais me coucher, je dors, et je recommence le lendemain. Et ça fait des courtes nuits? Bah c'est pas moi qui me l'ai imposé, en fait, c'est que je me suis rendu compte que j'avais, en vieillissant, j'avais pas le sommeil. Et que surtout, c'est que dans le dessin, je suis besogneux, moi je gomme, je recommence beaucoup. Donc il me fallait vraiment une vraie journée de dessin pour faire ça. Donc il y a des grandes périodes où c'est que ça. Des fois pendant 6 mois, 9 mois, c'est ce rythme-là. Puis des fois j'ai d'autres choses à faire, des déplacements, donc ce rythme est cassé. Et puis des fois il y a... Quand un livre sort et qu'il faut aller faire des rencontres, faire la promo... La promo, ouais, là tout est rabattu en fait. Faut pas espérer faire un livre à ce moment-là. Ça c'est un calcul aussi, de quand tu fais de la promotion, de ne pas avoir un livre. Par exemple, quand je fais la promotion de TMLP, après le prix par exemple, ma vie ça va durer 4 semaines, et je me dis, mais j'ai ce livre-là à faire, et je dois le rendre telle date, et en plus j'avais une bourse du CNL pour le terminer, et en fait ça a duré 2 ans. Quoi. À chaque fois, je me déplaçais pour ce livre, les gens me disaient c'était formidable, t'es un super auteur et tout. Et puis je revenais chez moi pendant 2 jours pour finir ce bouquin, je me rasseyais et je faisais de la merde. Parce que t'étais pas dedans. Parce que j'étais pas dedans, j'avais perdu mon crayon, j'avais perdu ma... Et je repartais. Et donc j'ai mis 2 ans et demi de plus à le terminer. Je crois j'ai dû mettre presque 7 ans à le faire celui-ci. C'était énorme. Et j'ai donc expliqué ça au CNL et ils me disent mais c'est compréhensible, c'est la vie d'auteur quoi. Il y a un moment, vous devez aller défendre un livre, il faut le faire. Quoi. Ouais, là c'est la cicatrice dont il est question. Ouais. En fait j'avais plein d'autres questions à poser mais le temps avance, alors j'aimerais qu'on passe directement à ta résidence à Argenteuil aujourd'hui parce que c'est quand même dans ce cadre-là qu'on a pu t'accueillir, qu'on nous a proposé de t'inviter, super idée. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu depuis quand elle a commencé cette résidence, combien de temps elle dure, qu'est-ce que tu fais surtout? Alors je crois qu'elle a commencé, elle devait commencer en septembre, ça a un petit peu traîné, on a eu des petits problèmes de logistique. Et donc elle devait s'arrêter fin décembre, mais officieusement on va pousser le truc encore un peu. Parce qu'en fait on se rend compte qu'on a besoin beaucoup plus de temps qu'on imaginait. Pour essayer de capter l'endroit. Donc on est installé au Val d'Argenteuil Sud. Et donc ce qui était intéressant, c'est que c'était une idée qui vient d'un bailleur social. Et ils sont passés par mon éditeur. Donc déjà lui, il a décanté le truc. En fait, déjà quand ça passe par lui, il épure vachement de dire non mais ça va l'intéresser ou ça va pas l'intéresser. Et donc il m'envoie ça, il me dit t'as vu c'est un bailleur social. Je dis bailleur social. J'ai pas vraiment de bonne relation avec ces gens-là en ce moment. Il me dit mais regarde c'est intéressant, ils ont une structure culturelle à l'intérieur. En fait ils proposent de la culture à leurs locataires. Au parc, alors c'est éparpillé sur la France, éparpillé sur le territoire d'Île-de-France.
Et donc, on s'est appelé et je trouve que ça a matché tout de suite parce qu'en fait, moi, je me rends compte si je vais faire un projet ou pas, si j'ai peur ou pas. Si j'ai peur, c'est que je vais le faire. À partir du moment où j'ai peur, c'est qu'il faut... Parce qu'il y a plus d'enjeux et que c'est plus intéressant. Parce qu'en fait, j'aime pas trop, moi, savoir... Enfin, j'aime pas trop quand je sais, quoi. C'est-à-dire que c'est fini quand tu sais le truc. Quand tu as une vérité sur un truc, c'est que c'est terminé. Là, on savait pas trop ce qu'on allait faire. Mais en fait, on avait quand même des idées. Et puis, il y avait un pari. Et puis, c'était pas loin de chez moi. Et puis, comme mon père est arrivé d'Algérie, c'était la première ville où il a habité, Argenteuil. Donc, je me suis dit, ça va me rapprocher de lui pour pouvoir en parler. Dès que je lui en ai parlé, il m'a dit que j'ai jamais habité à Argenteuil. Il perd un peu la tête. Et donc, j'ai demandé à ma mère. Elle me dit, ouais, un petit peu, mais elle n'est pas plus loquace. Donc, je me retrouve avec ça. Donc, ça, un peu le bec dans l'eau, quoi. Et puis donc l'idée, c'est il y a un lieu qui a été créé avec la ville d'Argenteuil et Toi et Joie, qu'on appelle le Bocal. On n'a pas verbalisé encore le nom, qui est un lieu ouvert. Et on va là, la tentative, c'est d'aller à la rencontre des gens pour je ne sais même pas si on peut dire ça ou qui me parle, mais que j'en fasse quelque chose dans des dessins, dans du papier, et de raconter ça, quoi. Et comme là pour l'instant que c'est un peu difficile la prise de contact sur l'endroit, je me rassure énormément en dessinant tout là-haut, quoi. Donc je dessine tous les bâtiments que je peux voir, quoi, et les gens qui se posent, je dessine à outrance, parce que j'ai la trouille, parce que pour l'instant on a du mal à rencontrer les gens, parce que c'est aussi la façon que c'est fait, le cadastre, c'est-à-dire que les gens sortent de chez eux, ils vont directement au travail, ils vont dans un bus ou dans une voiture, ils ont difficilement le temps à se poser. Et puis tu tapes pas sur les épaules des gens en disant ah, je suis artiste, viens voir, quoi. Tu vois, il y a un truc un peu spécial. Donc avec Toi et Joie, on fabrique des rencontres avec des acteurs. On se rend compte l'importance de l'action. Donc ça passe par les médiathèques, ça se passe par les comités de quartier. Donc là, pour l'instant, on fait le tour des popotes pour leur dire on est là et on aimerait bien participer et voir comment vous fonctionnez, quoi. Et puis que moi j'y trouve l'intérêt à dessiner pour le coup des portraits, quoi, pourquoi pas, hein. Donc c'est vaste, c'est très emballé, quoi. Je trouve qu'on est quand même pas mal organisé. Moi je trouve qu'on est quand même pas mal organisé et on est plein de questions et voilà, on essaie de capter le territoire, hein. Et je sais pas, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais il y aura une publication qui... Je pense pas qu'il y aura un livre, c'est pas ce qui était acquis. J'ai pas dit un livre, j'ai dit une publication. La publication, ça je suis sûr, moi j'ai envie d'un truc, donc pour en parler, j'ai envie de faire une sorte de grand poster avec plein de petites histoires, de portraits, tu vois, où tu déplies la feuille dans tous les sens et tu vois les trucs. Un truc un peu qu'on peut imprimer à quantité pour que ça soit délivré à tout le monde. Mais en amont déjà, le week-end prochain, il y a le festival de Sobédé à Paris au Carré du Temple. Le week-end du 2-3 décembre. 2-3 décembre, qui va exposer mes premiers dessins. Donc il doit y avoir 25 planches, à peu près 25 dessins. Donc ils m'ont laissé libre choix. Donc j'ai un mur comme ça que d'abord je vais customiser à la bombe. Et puis après on va exposer les premiers dessins de la résidence. C'est une sorte d'étape, qui est une étape un peu tôt, mais c'est une sorte d'étape pour voir ce que j'ai fait. Donc montrer mes premiers dessins stylo bille et aquarelle. Pour moi c'est un enjeu aussi. Bah oui, j'ai un peu la trouille. Je vais juste poser une dernière question avant de vous laisser la parole si vous en avez aussi. Est-ce que tu as justement, il y aura sûrement une publication, quelque chose qui va paraître de la résidence, mais sinon est-ce que tu as un livre en cours ou tu as quelque chose en tête? Ah, un livre en cours? Oui, en fait. Alors, t'es pas obligé de dire dans le détail, hein, mais juste... Ah si, un livre en cours. Là, j'ai fait une résidence il y a 2 ans, avant le Covid, dans une maison de retraite, qui est dessinée au crayon rouge et bleu. Et en fait, je viens d'apprendre qu'il allait sortir. Je l'avais laissé à un éditeur pour qu'il en fasse quelque chose. C'était une maison de retraite qui se passait à Colombes, qui s'appelle Estérel. Et je suis resté un peu plus d'1 an. Et en fait, j'ai raconté les journées avec les anciens, là-bas. Et j'ai raconté jusqu'à temps que le Covid arrive, où là je pouvais plus aller. Et donc c'est des longues conversations téléphoniques avec un agent culturel à l'intérieur de ce lieu qui me raconte comment ça se passe. Ça sortira chez quel Ça éditeur? sortira chez un éditeur qui est de Périgueux, qui s'appelle Oui Dire.
et qui ont l'habitude de faire des livres sociaux un peu. Et souvent des auteurs qui vont dans des endroits avec du public empêché et qui fabriquent des livres comme ça. Mais ça, c'est l'info de ce matin, donc c'est assez cool, je suis très content. Bonjour, merci déjà, c'est très intéressant. Pour rester dans le cinéma, est-ce que vous avez été approché pour adapter soit en animation, en film, peu importe, vos livres? Il y a tous les à peu près. Alors, ils sont tous à peu près préemptés pour le cinéma, c'est la grande mode. C'est-à-dire que vous avez ce qu'ils appellent des éditeurs cinématographiques, c'est-à-dire qu'ils achètent les droits de votre livre le temps d'essayer de faire le film. Donc celui-ci il est préempté pour faire un polar. La petite couronne aussi. Solo, c'est en négociation pour l'instant. Et celui-ci, là, la TMLP, en fait, alors, là, ça fait un an que je travaille avec l'école de cinéma Courtrage-May. Ce sont des gens qui avaient fait Les Misérables. Voilà. Et donc, depuis un an, ils ont pris ce livre en travaux d'études. Et ils ont récupéré des cases qui leur ont plu, qui les ont fait résonner. Ils ont fait des courts-métrages. Et donc le 8 décembre au Forum des Images, on aura le résultat de cette œuvre de 9 courts-métrages faits par l'école Courtrage-May. Mais celui-ci, plus d'une fois, on m'a demandé de le faire au cinéma. Et surtout, avec le truc dingo de me dire mais non, mais c'est toi qui vas le réaliser en fait. Je sais même pas où sont mes chaussettes, tu me demandes de réaliser. Non, c'est vrai. Et par contre, j'ai jamais accepté parce que c'est un monde totalement différent. Et donc, ils te laissent avec l'idée du projet réalisateur et en fait, ils reprennent la main derrière. Donc, c'est hyper compliqué. Donc, c'est un médium qui n'est pas le mien, que je respecte. Donc, s'ils veulent en faire quelque chose, ils achètent les droits et ils en font ce qu'ils veulent. C'est pour moi une autre œuvre. C'est pas du tout la même chose. Donc je me prends pas trop la tête avec ça. C'est des fois tentant, mais franchement non. Vraiment ça m'intéresse pas des masses. Quoi. Puis tu bloques 5 ans de ta vie. En plus moi j'ai jamais fait de cinéma, donc pendant 5 ans de ta vie, tu touches pas un sou jusqu'à temps que le film y sorte. Peut-être que ça va gagner de l'argent. Mais sinon les autres sont préemptés avec un fonctionnement qui est très simple. Ils te donnent de l'argent pour pas que tu le vendes ailleurs pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, si le film n'est pas fait, tu gardes l'argent et eux te rendent tes droits en fait. Et tout le cinéma français en fait s'empare des bandes dessinées en ce moment parce que les scénarios sont écrits en fait. Donc c'est très très simple, ils n'ont pas à réécrire les trucs. Mais c'est souvent assez mal réussi. C'est une galère. Mais j'ai vu comment ça se passait en tournage et trucs. Je préfère faire de la bande dessinée pour l'instant. Puis j'ai trop de livres dans ma tête en fait. J'ai trop de trucs à faire avec les femmes à dessiner pour me lancer dans le cinéma. Ouais, d'accord, mais on ne sera pas surpris de voir des films prochainement peut-être adaptés de... Alors ça, c'est... Quand vous faites les rendez-vous, vous êtes sûr de gagner une palme à Cannes avec eux quand vous les écoutez parler. C'est une évidence. C'est une évidence. Puis après, le truc t'explique que c'est compliqué. J'ai compris qu'en fait, quand ils font un film, en fait, il faut que ça coûte 2 millions d'euros. Parce que s'ils ne font pas un budget à 2 millions d'euros, ils n'auront pas le financement parce qu'ils vont considérer que le film n'est pas sérieux. Donc, du coup, il faut acheter une grue, faire des travelling de fou, des drones, c'était super paradoxal parce que quand je travaillais avec Courtrage-May sur les tournages, on est parti faire des courts-métrages avec 0 sous. Vraiment 0, les étudiants avaient vraiment très peu d'argent. Donc en fait, pour pouvoir financer les courts-métrages, on a délocalisé tous les tournages. On a tourné une fois à Montfermeil, mais après on a été tourné à Grenoble, on a été tourné à Marseille pour récupérer des budgets de région. Donc on tournait avec 10 personnes, des bénévoles, mais du matériel professionnel. Moi j'aurais bien voulu faire un livre sur un tournage qui se passe pas bien, quoi. Ouais, j'en avais parlé une fois avec Kader Aoun, qui travaillait avec Jamel Debbouze, qui cherchait un scénario. On avait envie d'écrire un scénario sur la périphérie d'un film en fait. Le film se passe et tous les acteurs autour du cinéma. Parce que ce truc de cinéma c'est passionnant. Quand je parle de Courtrage-May par exemple, qui se sont installés à Montfermeil dans un endroit difficile, tous les gens là-bas parlent de cinéma. Tout le monde sait ce que c'est le cinéma, tout le monde va au cinéma. Et ça, parce que c'est un truc, c'est la vie le cinéma en fait. C'est un truc passionnant. Et raconter la salade, comment on fait un film et surtout les techniciens autour, ça m'intéresserait peut-être. Ouais. Mais je suis pas encore assez au fait du milieu. D'autres questions? Non.
Sur la résidence, Ouais. quel type de public vous avez? C'est des ados, c'est des parents de ces ados, Par exemple, c'est toi aujourd'hui. Oui, mais là c'est une rencontre, mais après la résidence, c'est des ateliers plutôt... Non, il y a de la médiation. On a fait des apparentes, on a fait un atelier mercredi ici. Et on s'est rencontrés. Moi j'ai trouvé qu'on avait. En fait, on a eu les parents qui venaient avec les enfants. Et ça, c'était super. C'était ça qui était cool. Après, l'enjeu, nous, c'est de capter tout le monde. C'est vrai que quand je suis au local, ce que je capte, c'est les anciens qui se demandent ce que je fais là. Et puis après, qui me disent où ils habitent. Et après ils me disent où est le marché. On n'a pas de cible précise, hein, la volonté. Par exemple, pour faire attirer le local, toi et Joël, ils ont dit on va faire un goûter, quoi. Donc le premier jour, on a fait un goûter et on a eu 15 mômes, quoi, et qui sont restés là 1 heure à faire de la bande dessinée. Alors c'était instinctif, il n'y avait pas d'ambition, mais c'était dessiné, mais on a eu 15 mômes. On passe par tous les âges pour essayer de choper. Par exemple, quand on fait le comité de quartier, c'est des gens qui sont plus dans 50-60 ans, je pense. On n'a pas de cible précise, quoi. Tous ceux qui vivent sur ce territoire nous intéressent, quoi. Vraiment, quoi. Et c'est surtout aussi la possibilité de la surprise, de l'accident de la surprise, c'est 1000 choses, quoi. C'est 1000 choses de rencontrer, pas de rencontrer que des anciens, que des jeunes. Donc c'est d'essayer de capter tout le monde, quoi. C'est ça l'enjeu. Et en fait, cette difficulté, c'est peut-être ça qui m'intéresse le plus dans le truc, cette difficulté de fabriquer un contenu pour essayer de récupérer les gens à nous, quoi. Après, qu'importe ce que je vais faire avec le dessin, ça se finira avec le dessin. Mais par exemple, quand je suis arrivé sur ce lieu, les 10 premières personnes qui m'ont rencontré, les mecs ont dit Argenteuil c'est dangereux. Donc forcément j'en ai fait une histoire. Les mecs, tout le monde me dit Argenteuil c'est dangereux. D'accord, c'est dangereux, quoi, mais bon. Et après tu décantes un peu le truc, ils disent ouais mais bon ici c'est tranquille. Et puis en fait c'est rare, quoi. Et après même les acteurs j'ai revu Jonathan qui me disait il n'y a pas de problème, quoi. C'est des épiphénomènes, quoi. C'est des tumeurs comme dans tous les quartiers populaires de France, quoi. Mais non, voilà, on s'interroge sur le quartier et là on essaye de fabriquer du contenu pour choper tout le monde et qui se joignent à nous, que ce soit des ateliers, des rencontres. Et encore là, voilà, c'est qu'en plus on a un max de possibilités et que ça a à venir, quoi. Et moi j'aimerais bien me poser un peu dans cette médiathèque, quoi. On espère peut-être pouvoir faire quelque chose d'autre en 2023, mais on va voir les possibilités, on va voir ce que ce sera, mais on réfléchissait peut-être à une expo. On est en travaux là-dessus, de penser ça. Parce que c'est un lieu, on voit bien pour un samedi, je l'ai vu mercredi, c'est un lieu où tout le monde vient, comme ça. On entend du bruit, mais c'est pas chiant, c'est pas dur. Il y a des livres, c'est génial, et puis c'est calme. D'habitude, il y a du chauffage, je crois. En temps normal. En temps normal. Surtout, merci beaucoup Gilles, et merci à toi et Joie aussi d'avoir pu rendre ça possible. C'était vraiment une très chouette rencontre. Et c'est que le début. Absolument.